le cadre du débat public sur l'extension du port de Dunkerque, la commission particulière du débat public a souhaité entendre un certain nombre d'experts dont la connaissance et l'expérience peuvent éclairer les participants au débat public sur les enjeux du projet CAP 2020. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir donc Christophe Husser, qui est le chef du service mobilité infrastructure à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'ADREAL, Hauts-de-France. Bonjour, monsieur Husser. Bonjour. Donc, vous allez nous parler d'un certain nombre de choses, notamment de deux sujets. D'abord, les enjeux de l'État au niveau des connexions multimodales. Deuxième point, la capacité des infrastructures routières à desservir l'Interland, notamment dans le cadre de la réalisation du projet CAP 2020, qui prévoit une augmentation particulièrement sensible du nombre des conteneurs. Donc je vous cède la parole donc, pour une vingtaine de minutes. Ensuite, nous aurons l'occasion d'échanger des questions et des réponses. Merci Monsieur Laurent. Donc, tout d'abord, pour être tout à fait complet, je souhaite préciser que j'ai exercé des fonctions au sein du port de Dunkerque il y a un peu plus de 2 ans maintenant, pendant environ 2 ans au sein de la direction de l'aménagement et de l'environnement. Et je suis maintenant donc, à l'ADREAL, qui est un service de l'État. Je vais m'exprimer ici en mon nom personnel avec quelques éléments, bien sûr, qui sont élaborés dans le cadre des politiques publiques que conduit l'ADREAL, mais les propos que je vais tenir ici n'engage pas les politiques publiques de l'État et du ministère des Transports en particulier. Donc la présentation sera structurée autour des enjeux d'infrastructure de transport qu'anime l'ADREAL dans le cadre du contrat de projet État-région et de son volet mobilité multimodale. Donc quels sont les enjeux et les interventions de l'État en matière de développement des infrastructures de transport. Je rappellerai quelques enjeux du transport de marchandises et notamment de l'équilibre modal entre la route, le fer et le fleuve. Et on se concentrerait principalement sur la fin de la présentation aux enjeux de l'accessibilité routière. Donc l'État exerce la maîtrise d'ouvrage du développement du réseau routier national, en particulier les autoroutes A16 et A25. Un rappel simplement sur le contrat de projet État-région dans les Hauts-de-France. Donc c'est une programmation 2015-2020 qui représente un investissement tout cofinanceur confondu de 1,4 milliard d'euros sur les infrastructures et les services de transport, avec l'État qui intervient pour un peu plus du tiers de ce montant, 507 millions d'euros, principalement pour un tiers sur le volet routier, un tiers sur le volet ferroviaire, et un peu plus d'un quart sur le volet fluvial et portuaire, puisqu'on soutient également les projets des ports fluviaux intérieurs et du port de Dunkerque. Le contrat de projet État-région, il vise à répondre à la diversité des enjeux auxquels est soumise la région des Hauts-de-France en matière d'infrastructure de transport et de déplacement, des enjeux relatifs au transport de voyageurs et au transport de marchandises, puisque nous sommes une région qui est au carrefour de pôles de consommation et de production importants, qui génèrent des flux de transit et d'échange avec les régions voisines, particulièrement significatifs en matière de marchandises, mais également une région très peuplée avec des pôles urbains importants qui génèrent des flux de domicile-travail notamment extrêmement denses, des pôles urbains qui sont reliés principalement par les réseaux autoroutiers et ferroviaires, donc avec un enjeu d'articulation de ces deux types de flux, les flux de voyageurs, les flux de marchandises qui se cumulent au niveau des traversées urbaines. Alors en matière fluviale, et si on regarde plus spécifiquement la problématique de la desserte du littoral, les infrastructures fluviales sont bien développées, avec un axe à grand gabarit qui relie le port de Dunkerque au réseau fluvial du Nord et vers la Belgique. Le canal Seine-Nord est le maillon manquant pour connecter ce réseau fluvial au bassin de la Seine. Mais dès à présent, le mode fluvial est compétitif pour connecter le port de Dunkerque à l'agglomération lilloise et valenciennoise. Et au-delà des enjeux d'infrastructure,
La compétitivité du mode fluvial elle repose essentiellement sur les questions d'organisation et de performance économique du mode par rapport au mode routier. On peut citer quand même des actions en la matière récentes, la mutualisation des charges tarifaires de manutention qui permet de réduire le coût de rupture de charge dans le terminal portuaire entre une connexion maritime fluviale et une connexion maritime routière, qui a permis d'améliorer fortement le report modal du fluvial, notamment pour la desserte de l'agglomération lilloise depuis 1 an et demi. La mise en place de services fluviaux performants comme les navettes fluviales qui circulent entre le port de Dunkerque et les ports intérieurs du Nord-Pas-de-Calais. Et puis une coopération qui s'est renforcée depuis 1 an entre l'ensemble des ports intérieurs et maritimes de la région, qui conduit à permettre le développement d'offres logistiques intégrées avec des dédouanements qui peuvent par exemple s'effectuer directement dans les ports fluviaux intérieurs et la dématérialisation des procédures, notamment douanières, qui permet des gains extrêmement importants pour les chargeurs. Donc sur le mode fluvial, c'est d'abord un enjeu de fonctionnement de l'offre plus que d'infrastructure pour vraiment démultiplier les perspectives de report modal. Sur le mode ferroviaire, l'enjeu principal, c'est l'articulation entre le trafic de voyageurs, notamment les trains express régionaux, et le trafic de fret. Le port de Dunkerque est très bien relié au réseau ferroviaire avec l'axe Dunkerque-Hasbrook qui permet ensuite d'accéder à l'agglomération lilloise ou de la contourner par le contournement nord, le contournement fret de Lille qui a été mis en service en 2015, qui permet d'accéder à l'est de la France et donc à l'artère nord-est en particulier, sans avoir à traverser le nœud ferroviaire lillois qui est le principal point de congestion ferroviaire de la région. Également, on peut souligner l'électrification de la ligne entre Calais et Dunkerque qui a été réalisée dans le cadre du précédent contrat de plan État-région et qui doit se poursuivre dans le cadre de contrat de plan actuel par l'électrification entre Amiens et Rang-du-Fliers, qui permettra d'achever un itinéraire électrifié performant entre Dunkerque et le sud de la région, complémentaire à l'itinéraire par Lille. Là encore, l'enjeu du développement du trafic de fret est essentiellement lié aussi à la capacité à proposer des services qui répondent aux besoins des chargeurs, et qui peuvent être de différentes natures. Les navettes conteneurisées qui permettent d'offrir un service régulier vers certaines régions, les autoroutes ferroviaires qui ont plutôt une vocation à capter les flux de transit routier, la performance des plateformes logistiques situées dans l'Hinterland également. Quelques éléments sur le transport routier. De marchandises. Le transport de marchandises est essentiellement routier en France, avec une part modale qui représente 87% des trafics aujourd'hui, 10% pour le ferroviaire et 2,3% pour le fluvial. Avec le ferroviaire qui est plutôt compétitif sur les longues distances. En moyenne, la distance parcourue en ferroviaire est plutôt 340 km contre 110 km pour un transport routier. Donc le transport routier, c'est aussi essentiellement l'irrigation les quelques derniers kilomètres entre la destination finale, vers la destination finale du produit. Si on regarde un peu dans le temps l'évolution du transport routier de marchandises, on a eu une augmentation soutenue sur la première moitié sur le début des années 2000, avec un vrai creux à partir de 2008 et de la crise économique qui a vraiment interrompu la croissance du trafic, et une reprise depuis modérée, mais qui fait qu'aujourd'hui on a retrouvé en 2015 à peu près les niveaux de trafic qui existaient avant la crise. On peut noter une croissance un peu plus soutenue du pavillon étranger, donc des transporteurs étrangers, donc c'est les flux de transit internationaux et également des flux qui peuvent être exercés en cabotage, avec des enjeux là de politique européenne, d'harmonisation pour restaurer la compétitivité du pavillon français. Alors le transport routier de marchandises plus spécifiquement,
il utilise des infrastructures routières qui sont aussi partagées par les autres usagers de la route. Donc il présente un certain nombre d'externalités qu'on pourrait qualifier de nuisances. Alors si je donne quelques exemples sur le bruit, l'usure de la route, la sécurité routière et la pollution. En matière de bruit, en réalité, le bruit routier est relativement peu dépendant de l'évolution du trafic, dans le sens où une augmentation par exemple de 2000 poids lourds par jour sur un axe qui supporte aujourd'hui 60 000 véhicules par jour, qui pourrait être la 16 par exemple, augmenterait l'ambiance sonore par rapport à la situation actuelle de à peine 0,5 décibels, ce qui est en fait absolument imperceptible par l'oreille humaine. Par contre, le bruit, enfin les facteurs générateurs de bruit sont très nombreux. Le revêtement de la route, les vitesses pratiquées, si la route est en rampe, donc avec des régimes moteurs qui augmentent, la vitesse est extrêmement dimensionnante également. Et puis, il faut quand même bien avoir en tête qu'un poids lourd génère, à plat à 100 km/h, peut générer les mêmes émissions sonores que 5 véhicules légers. Donc, c'est important, mais sur une route à fort trafic, une légère augmentation de trafic, une augmentation de trafic modérée, en fait, a très peu d'impact sur le bruit. L'usure des chaussées, alors les chaussées autoroutières s'usent principalement, quasi exclusivement en raison du trafic poids lourd qui est beaucoup plus agressif que les véhicules légers, compte tenu de la masse et de l'énergie qu'ils déplacent. Ça représente des budgets importants pour les gestionnaires d'infrastructures, le maintien en état des routes. Par exemple, dans les prochaines années, sur l'ACES, c'est près de 24 millions d'euros qui vont être investis pour remettre en état la chaussée qui aujourd'hui commence à avoir une trentaine d'années. Sur la 25, les 50 km pour la rénovation complète de la 25 sur 50 km qui a été faite il y a un peu moins de 10 ans, a représenté 100 millions d'euros d'investissement pour une remise à neuf de la route. Donc les coûts liés à la circulation routière et au maintien en état de routes qui commencent à être aujourd'hui anciennes sont très significatifs et nécessitent des moyens financiers importants des gestionnaires. En matière de sécurité routière, la 16 est clairement présente des enjeux importants. C'est un des axes suivis de la région, avec plus de 45 accidents entre 2012 et 2016. 26% des véhicules impliqués sont des poids lourds, ce qui est important, ce qui est plus important que la moyenne. Voilà, sur cet axe dans le département du Nord, entre 2012 et 2016, on a déploré 11 décès, dont par contre 2 seulement qui sont impliqués qui concernent des accidents impliquant un poids lourd. Donc les poids lourds présentent un facteur d'insécurité routière, c'est quand même loin d'être le seul et il faut être très prudent dans l'interprétation qu'on peut faire en la matière. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent et on peut quand même penser que la crise migratoire depuis 2 ans a un impact aussi significatif sur l'accidentologie de la 16 malheureusement ces dernières années. Des mesures ont été mises en place depuis quelques années, notamment la réduction des vitesses dans la traversée urbaine qui est encore en cours d'évaluation, qui a pu contribuer à la réduction de l'accidentologie et également à la réduction des nuisances, notamment en termes de qualité de l'air. En termes de qualité de l'air également, le transport routier est un contributeur important en matière de pollution de l'air et d'émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, les normes européennes mises en place depuis les années 90 en matière de motorisation des véhicules et particulièrement des poids lourds contribuent très fortement à la réduction des émissions de polluants causées par les poids lourds. On a plus de divisé par 10 les émissions entre 96 et 2014 entre la norme Euro 3 et Euro 6. Et on voit que les émissions de polluants, de manière globale, la contribution du transport routier aux émissions de polluants a fortement diminué, que ce soit sur l'ensemble des secteurs des NOx, PM et des particules fines. Ça reste un contributeur important et la proximité des axes routiers, on a des concentrations plus élevées que la moyenne.
Alors, en matière d'accessibilité du port de Dunkerque, voilà, le réseau autoroutier dans la région Hauts-de-France, dans le nord de la région Hauts-de-France, est un réseau très maillé, avec des réserves de capacité importantes, si ce n'est un enjeu particulier sur les traversées d'agglomération, en particulier l'agglomération lilloise, qui supporte des trafics extrêmement importants et un cumul de trafic interne d'échange et de transit qui conduit à la saturation plusieurs heures par jour de l'autoroute A1, de l'autoroute A25 et l'autoroute A22 principalement, avec une difficulté qui est qu'il n'existe pas de contournement autoroutier, donc tout le trafic traverse l'agglomération. On rencontre ces phénomènes de manière un peu moins marquée autour de Valenciennes, entre Lens et Douai dans le bassin minier, avec la 21, l'autoroute A21 qui est également fortement congestionnée, et dans la traversée de Dunkerque, où on a là aussi des cumuls de trafic importants, mais on est encore en dessous d'un niveau de saturation de l'autoroute. J'ai indiqué sur cette carte quelques projets qui sont en étude par différents maîtres d'ouvrage sur le réseau qui peuvent avoir des conséquences sur le trafic à proximité de l'agglomération dunkerquoise. En particulier la mise à 2 fois 3 voies de l'autoroute A25, qui est un projet inscrit au contrat de plan État-région entre Armentières et Lille, donc la section qui supporte le plus fort trafic, et qui est un projet porté par l'État, et un autre projet qui est la mise à 2 fois 2 voies de la RD 642 dans le département du Nord, qui est l'ancienne route nationale 42 qui a été déclassée en 2006 et sur laquelle le département du Nord conduit les études d'achèvement du doublement entre Saint-Omer et la 25, donc qui contribuerait à un maillage structurant complémentaire sur le territoire des Flandres. Alors la 16 en traversée de Dunkerque, c'est un axe qui supporte un ensemble de fonctions à la fois de transit, d'échange entre l'agglomération et ses zones industrielles et le reste du territoire, et de desserte interne, puisque historiquement, la 16 a incorporé l'ancienne rocade urbaine de Dunkerque qui avait été construite dans les années 90. Donc il y a une forte proportion de trafic interne à l'agglomération qui circule sur l'autoroute A16, principalement entre Grande-Synthe et Coudekerque-Branche, et qui s'ajoute donc à ce trafic de transit et qui conduit à atteindre des niveaux de trafic relativement importants, autour de 60 000 véhicules par jour au niveau de Grande-Synthe, donc qui est une section à 2 fois 2 voies. C'est un trafic important. C'est pas un trafic qu'on peut considérer saturé. Sur la 25, on est à 85 000 véhicules par jour sur une section de même type de profil en travers en entrée de l'île. Néanmoins, c'est des trafics importants avec des taux de poids lourds significatifs, près de 20%, ce qui est largement plus élevé que la moyenne nationale, que la moyenne sur d'autres axes, et en particulier notamment sur d'autres agglomérations de la région. Par contre, ce qu'on peut quand même noter, c'est que l'augmentation du trafic routier entre 2006 et 2015 a été en fait très modérée, même si c'est pas forcément le sentiment que peuvent en avoir les usagers. On a une augmentation inférieure à 0,5% par an du trafic de véhicules légers, et une augmentation inférieure à 1% par an entre le trafic poids lourd sur la traversée urbaine, notamment à Grande-Synthe. On est à 0,07% par an en moyenne entre 2006 et 2015. Donc on n'est pas dans une situation qui est globalement stable. Alors par contre, il y a un enjeu qui est quand même significatif, puisque c'est le trafic transmanche, puisque la façade littorale du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, pardon, est vraiment le point d'entrée principal, le point d'échange principal avec le Royaume-Uni, notamment pour le trafic poids lourd, avec 2 ports qui ont des liaisons ferries transmanche assez importantes, que sont le port de Calais et le port de Dunkerque, et également le tunnel sous la Manche qui génère des flux importants. Finalement, sur la 16, près de la moitié du trafic de transit, plus de la moitié des flux de poids lourds sur la traversée de la 16, sur la traversée urbaine de Dunkerque, vient d'Angleterre, vient du Royaume-Uni, que ce soit depuis les ports de Calais ou du Transmanche, ou de Eurotunnel, ou depuis le port de Dunkerque. Donc c'est significatif, et c'est ça qui génère, c'est probablement ce flux-là qui est le plus sensible en termes de perspective de croissance, puisqu'on observe aujourd'hui des croissances importantes.
Malgré tout, le contexte aujourd'hui, notamment les impacts du Brexit qu'on mesure aujourd'hui pas encore, pourraient avoir des conséquences en la matière, avec peut-être on peut penser que ça pourrait induire des reports vers d'autres modes plus adaptés, notamment aux problématiques de passage de la frontière. Alors, l'évolution du trafic sur Dunkerque à l'horizon 2035, on parle beaucoup, le port a fait un exercice assez complet en la matière et pour projeter les perspectives, et notamment liées au projet de développement Cap 2020. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au vu des caractéristiques du trafic qui empruntent l'autoroute A16, avec une mixité de flux de transit, d'échanges et de trafic interne, l'évolution à moyen long terme, elle dépend de très nombreux facteurs qui sont internes et externes à l'agglomération. Le trafic transmanche, je l'ai évoqué juste avant, les développements industriels et logistiques, dont Cap 2020, mais pas que, tous les développements de la zone portuaire, des zones d'activité, des zones économiques des territoires vont induire des déplacements supplémentaires. Le développement du trafic de transit qui reste relativement faible si on enlève la composante transmanche. Les développements urbains, les nouveaux quartiers, les zones d'activité qui peuvent également induire, dans la façon dont on les pense, peuvent induire plus ou moins de trafic sur les axes structurants. Le développement des transports en commun, puisqu'il y a là aussi de très gros projets qui sont en cours de développement sur le territoire, avec une refonte complète du réseau de transport collectif et la mise en place de la gratuité qui pourrait avoir pour le coup des impacts extrêmement importants sur la capacité à reprendre des flux de déplacement à la route. Donc c'est tous ces éléments qui doivent être évalués, pondérés pour construire les perspectives à l'horizon 2030-2035 et identifier quels pourraient être les bons aménagements qui permettent de répondre à cette demande de transport. Et en la matière, il faut regarder les choses de manière très globale. Les développements sur les voiries structurantes de l'agglomération, tant en transport collectif que quelques aménagements routiers. On peut penser par exemple au barreau de Capelle qui est un projet porté par le département du Nord et qui vise à améliorer la capacité du réseau structurant, du réseau de la ville à franchir les canaux. La question des échangeurs sur la 16 et la 25. Sur la 16, sur 18 km de traversée urbaine, 11 échangeurs. C'est une densité particulièrement importante. Chaque échangeur peut être un point dur avec le développement du trafic. Leur dimensionnement peut se retrouver inadapté en termes de capacité à absorber et à insérer le trafic sur l'autoroute. Ce sont vraiment des déclencheurs importants de congestion et aussi d'insécurité routière. En matière d'élargissement et d'augmentation de capacité, d'élargissement de nouveaux points d'échange, il faut toujours avoir une vigilance très importante aux phénomènes d'induction qui peuvent entraîner. C'est-à-dire qu'une augmentation de capacité qui intervient alors qu'un axe n'est pas encore congestionné peut avoir des effets, et notamment en zone urbaine, souvent importants en matière d'induction, de report de trafic sur cet axe. Et finalement, l'objectif d'apporter de la capacité complémentaire se retrouve très vite absorbé par des flux qui auraient pu se trouver ailleurs, qui auraient pu emprunter d'autres modes. Toutes ces réflexions, elles peuvent se conduire que de manière extrêmement partenariale avec l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures, les aménageurs, les collectivités locales, puisque finalement c'est le lien entre l'aménagement et le transport qui dimensionne l'usage qui peut être fait des infrastructures. Une réflexion complémentaire sur l'accès, sur une maille un peu plus large, l'accès du littoral et du grand port maritime de Dunkerque à l'Hinterland, et notamment à l'est et au sud de la région. On a 2 itinéraires autoroutiers capacitaires qui sont la 25 par Lille et la 26
avec un axe départemental qui est la départementale 300 qui part de Lonne-Plage et qui permet d'accéder à la 26 à Saint-Omer. Ce sont des itinéraires qui, en termes de temps de parcours, sont tout à fait compétitifs, hein, et on parle bien sans congestion. 1h20 pour traverser les Flandres et arriver au sud de la région, avec la difficulté que la 26 est soumise à péage, puisque c'est un axe concédé. Aujourd'hui, cet axe supporte un trafic très faible de l'ordre de 17 000 véhicules par jour. Voilà, la localisation des projets du port de Dunkerque à l'ouest est très favorable pour l'usage de cet itinéraire, avec la difficulté qu'il y a un différentiel de coût d'usage de l'infrastructure qui aujourd'hui existe. Dernier point que je souhaitais aborder, en matière d'infrastructure routière, on est quand même aujourd'hui sur un changement de paradigme qu'on pourra développer peut-être un peu plus en détail, mais on observe beaucoup d'axes d'innovation en matière d'interaction entre la route et ses usagers. Des premières actions qui ont pu être mises en place, comme la régulation des vitesses, régulation dynamique des vitesses, qui permet d'améliorer la capacité, puisque la capacité maximale d'une autoroute est plutôt autour de 70 km/h. C'est à cette vitesse-là qu'on a la plus grande capacité à écouler du débit. Mais on travaille aujourd'hui, dans le cadre de projets européens, sur la communication entre le véhicule, l'infrastructure et les terminaux multimodaux, avec les possibilités donc de mieux anticiper les pointes de trafic, d'informer les usagers sur les bons itinéraires, sur l'optimisation des itinéraires pour limiter la congestion. Les nouveaux modes de propulsion, notamment dans le transport routier de marchandises, on observe un développement du transport de la propulsion par gaz. Certains pays commencent à expérimenter l'alimentation électrique des véhicules de transport de marchandises avec des caténaires. Ce sont des solutions qui ne sont pas forcément déployées partout, mais qui peuvent avoir du sens sur des axes à fort trafic poids lourd. Enfin, la révolution du véhicule autonome, qui arrivera peut-être plus vite sur les véhicules de transport de marchandises que sur véhicules légers, puisqu'on a une capacité d'investissement qui est aussi plus importante. Et déjà des expérimentations de trains de poids lourds automatisés entre certains ports du nord de l'Europe et l'Allemagne et l'Allemagne qui ont pu être mis en place ces derniers au début de l'année. Donc il y a des vraies innovations qui peuvent contribuer à rendre le transport de marchandises par la route plus efficient au plan de l'environnement, plus compétitif et moins et réduire ces nuisances sur l'usage des infrastructures. Et c'est donc le transport routier de marchandises restera un vecteur important du transport de marchandises, puisque on passe pas de 87% à zéro en quelques années. Par contre, il faut que les politiques que porte l'État ont vocation à limiter le transport routier de marchandises là où il est le plus pertinent par rapport au transport ferroviaire et fluviaux notamment. Je propose de m'arrêter là sur cette présentation liminaire, que j'ai peut-être été un peu trop long d'ailleurs. Merci Monsieur Serre. Donc je confirme ce que vous avez dit de façon liminaire et que j'aurais dû également dire moi-même. Si vous êtes ici, c'est en tant qu'expert, ce n'est pas pour vous prononcer au nom de l'État. L'État aura à donner son avis sur ce projet ultérieurement à l'issue du débat public, lorsque si le port confirme donc son projet. Donc les questions qu'on va vous poser, on vous demandera de répondre à titre de sachant, d'expert, et bien sûr pas de représentant de l'État. On va essayer de regrouper les questions sous deux thèmes. D'abord l'intermodalité et puis ensuite les aspects routiers proprement dits. Vous avez évoqué la desserte ferroviaire, donc en disant que finalement la difficulté principale c'était le nœud ferroviaire de Lille. Au cours du débat, certains ont évoqué, des syndicalistes notamment, hein, certains ont évoqué déjà des difficultés au niveau d'Hazebrouck. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'un
finalement qu'un surcroît de trafic ferroviaire qui serait intéressant au niveau du report modal risque quand même à terme, même si à court terme ça semble tout à fait possible, à terme, compte tenu du fait que le Conseil régional souhaitera peut-être aussi améliorer la desserte au niveau des TER par exemple, donc qui risque quand même d'y avoir certains problèmes sur le réseau en fait, hein, du fait de cette augmentation de la demande qui devra se traduire par une offre multi-usage, donc fret bien sûr, mais également passager, peut-être, enfin TER, peut-être également TGV, je n'en sais rien. Alors effectivement, l'enjeu principal du ferroviaire, c'est l'articulation entre différents types de trafic qui ont des enjeux différents. Le TER, c'est un plan de transport qui est homogène, tous les jours, avec une desserte plus importante aux heures de pointe pour répondre aux besoins des usagers. Le trafic de fret aujourd'hui souffre de la difficulté à s'insérer dans ces grilles de transport, et notamment il est souvent moins prioritaire que les trains de voyageurs. Donc il peut subir des aléas qui se cumulent à chaque traversée de nœuds un peu compliqués. D'où l'enjeu d'avoir des itinéraires alternatifs, de prévoir des sillons de fret performants dans la grille de transport et dans le plan de transport. À cet égard, les ports, par exemple, ont la possibilité aujourd'hui de pré-réserver des sillons très longtemps en avance pour qu'ils soient bien inclus dans les plans de transport et dans le schéma de circulation du réseau ferroviaire. Et donc, le moment venu, quand un opérateur a besoin de ce sillon, il est disponible, il n'a pas été coupé par d'autres trafics. Donc, il y a un vrai enjeu d'organisation et d'articulation de ces différents flux. Sur la question de la capacité du réseau ferroviaire, c'est en fait extrêmement compliqué. Il y a des enjeux d'infrastructure, des enjeux de signalisation, des enjeux de modalités d'exploitation qui sont des enjeux extrêmement complexes à appréhender. La SNCF a une expertise particulièrement forte sur le sujet. On travaille dans le cadre des contrats de plan État-région à cette question de la robustesse du réseau pour permettre, par rapport au plan de transport qu'on veut y faire circuler. On travaille notamment sur les bifurcations. Et celle d'Hazebrouck est identifiée effectivement comme une zone à enjeu. Les bifurcations, c'est les interfaces entre plusieurs axes ferroviaires où on a des croisements de flux. Une des difficultés du ferroviaire, c'est qu'on n'arrête pas un train aussi vite qu'un véhicule routier. Donc il faut garder des distances de sécurité importantes entre les différents trains. Donc les croisements sont des zones compliquées. Dans le cadre du contournement ferroviaire de l'agglomération lilloise, c'est principalement par le traitement de ce type de bifurcation qu'on a pu dégager des sillons de passage pour le fret. Vous parliez de ces possibilités de réserver des sillons longtemps à l'avance. C'est à la fois un avantage et aussi un inconvénient. Dans le cas d'un transport qui ne se planifie pas forcément 3 ans en avance, et pour des volumes qui ne sont pas forcément d'un train entier, puisque pour l'instant on est plutôt sur des pré-réservations avec une forte anticipation et un volume aussi important. La souplesse qui peut être nécessaire et attendue pour avoir ce report modal, elle est beaucoup plus difficile. Et aussi le point que vous abordez sur la robustesse des lignes, où effectivement un certain nombre de lignes ont des besoins de
remise à niveau importante. Donc ce sont des éléments qui sont en cours de travail, d'évolution. Que pouvez-vous dire sur ces deux aspects-là? Alors, en matière d'infrastructure, SNCF Réseau a signé avec l'État un contrat de performance qui va jusqu'en 2026 et qui prévoit, qui donne des objectifs en matière de maintien en état et de renouvellement du réseau structurant, extrêmement important, avec des investissements qui seront poursuivis à hauteur de ce qui a pu être mis en œuvre ces dernières années, et qui est vraiment un changement de régime en matière de maintien en état du patrimoine ferroviaire. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je pense que c'est de l'ordre en Hauts-de-France, l'an dernier, c'est de l'ordre de 500 millions d'euros qui ont été investis sur le réseau ferré existant, pour le remettre en état, le maintenir à son niveau de performance. Sur la question du fret ferroviaire, effectivement, le segment qui a le plus perdu depuis les 15 dernières années, c'est bien le segment du wagon isolé ou des trains incomplets. Là, c'est vraiment la capacité des opérateurs ferroviaires à offrir un service qui réponde aux besoins des chargeurs qui sera déterminante. On a quand même des innovations, là aussi des innovations qui se mettent en place avec la possibilité de connecter les trains, d'avoir une information plus précise sur où ils sont, ce qu'ils contiennent et où ils vont, pour optimiser la constitution des convois. Je sais que Fret SNCF notamment travaille sur ce sujet, sur des trains connectés entre des grands pôles de triage, qui pourraient agréger des demandes insuffisantes pour constituer un seul train, mais qui, regroupés ensemble, peuvent générer un train complet. Mais c'est vraiment là la performance industrielle des opérateurs de fret qui sera déterminante. Il y a un autre segment qui marche et qui se développe, c'est et notamment depuis le port de Dunkerque, c'est les navettes conteneurisées. Donc c'est finalement adapté au transport de marchandises, le concept du train interrégional, pour desservir des grands pôles de consommation, un transport à horaire régulier connu à l'avance, sur lesquels les chargeurs peuvent réserver des capacités de 1 à plusieurs wagons. Il y a des solutions qui existent pour rendre le fret ferroviaire compétitif. Ça a du sens sur des relativement longues distances, parce que il y a des ruptures de charge, il y a des difficultés parfois à traverser certaines zones denses, qui font que le trafic ferroviaire, sur des distances relativement courtes, en termes de temps de trajet, le ferroviaire est très peu compétitif. Mais il y a des segments sur lesquels il y a clairement un potentiel de développement. Voilà, je pense qu'après, là-dessus, on est vraiment dans le champ concurrentiel du transport. On peut, l'État et les pouvoirs publics on peut avoir une certaine compréhension de ce qui se met en place. On peut avoir des incitations, comme les aides au transfert modal, par exemple, ce qu'on appelle les aides à la pince dans les terminaux multimodaux. Dans le cas du contrat avec SNCF Réseau, l'État fixe des objectifs en matière de performance du réseau pour le fret, qui conditionnent la capacité de SNCF Réseau ultérieurement à augmenter ses péages pour couvrir ses coûts sur le réseau. Donc il y a des leviers incitatifs que peuvent mettre en place les pouvoirs publics, mais le principal enjeu aujourd'hui, c'est la capacité des acteurs à proposer un service qui réponde aux besoins des chargeurs et des logisticiens, qui sont de plus en plus dans des logiques de juste à temps, de stock extrêmement réduit. Donc tout ça
le ferroviaire, comme tous les autres modes, doit prendre en compte ces attentes et pas l'inverse. C'est, je pense, le principal élément qui peut permettre de dynamiser le trafic de fret. Vous avez évoqué les autoroutes ferroviaires. Est-ce que, d'abord, il y a des exemples dans la région donc d'autoroutes ferroviaires qui sont créées? Et puis, est-ce que c'est adapté au déchargement ou au chargement des porte-conteneurs, ou est-ce que c'est plus adapté au roulier, parce que là les camions arrivent en même temps, donc il y a peut-être des facilités. Donc l'existence et puis l'intérêt pour le trafic conteneur par rapport au roulier. Alors, il y a effectivement une autoroute ferroviaire qui fonctionne aujourd'hui entre le port de Calais et Perpignan, qui complète la principale autoroute ferroviaire existante en France, qui est celle entre Bettembourg au Luxembourg et Perpignan. Il y a des projets, des réflexions sur le développement d'une autoroute ferroviaire entre le nord de la France et la Galice, donc en Espagne, mais sur la façade ouest, pour compte tenu des trafics importants de transit qu'on a entre la péninsule ibérique et le nord de l'Europe. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en cours de développement, puisqu'il y a des enjeux de mise au gabarit du réseau ferré, puisque les autoroutes ferroviaires ont des gabarits qui sont un peu plus importants que les trains de fret classiques, et donc il y a à certains endroits des problématiques de mise au gabarit et qui ont retardé la mise en place de ce type de service. Aujourd'hui, les autoroutes ferroviaires, c'est principalement c'est conçu pour capter du trafic de transit route qui aujourd'hui utilise la route, qui traverse un pays quasiment sans s'y arrêter, sans avoir d'arrêt sur une assez longue distance. Donc c'est principalement là que ça s'est développé. Ce qu'on constate quand même, c'est que et les discussions qu'on peut avoir avec les plateformes logistiques, que ce soit Dourges par exemple ou les ports, c'est que un service d'autoroute ferroviaire, il peut être tout à fait complémentaire d'un service de type transport combiné ou de type caisse mobile, où finalement on n'a pas forcément assez de demandes pour remplir un train complet avec des véhicules routiers. On peut tout à fait compléter avec quelques wagons complémentaires de fret plus classique. Donc il peut y avoir là une complémentarité avec le conteneur si les plateformes multimodales sont bien conçues. Et puis il y a également le trafic routier non accompagné qui peut trouver un intérêt aux autoroutes ferroviaires, et on peut penser que c'est aussi un axe de développement, notamment sur le secteur transmanche, où finalement on fait voyager uniquement la remorque, on la manutentionne au niveau du port, et ensuite elle est chargée directement sur un train, et elle peut partir vers sa destination finale. Avant de passer au routier, qui est un des points sensibles au niveau du débat, par rapport au trafic fluvial que vous indiquiez, comment s'organise ce trafic, l'état du réseau, et également par rapport au canal Seine-Nord-Europe, qui est attendu et dont la venue est très fortement questionnée. Alors, donc le réseau fluvial dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est essentiellement un réseau de canaux artificiels et quelques fleuves qui ont été canalisés, la Lys et l'Escaut. Il connecte donc le Dunkerque, le littoral, au niveau du littoral, à l'agglomération lilloise, Valenciennes, Douai, l'ensemble des zones urbaines du Nord et du Nord du Pas-de-Calais sont bien irriguées par le réseau fluvial. Il y a une grande diversité de ports intérieurs également.
qui figurent sur la carte. Donc sur la carte figurent les ports publics, les ports qui sont principalement gérés soit par les CCI, soit par des syndicats mixtes associant les collectivités locales. Il supporte un trafic relativement important, à peu près un tiers du... en fait, sur le réseau, un tiers du trafic du trafic fluvial est au niveau du port de Dunkerque, un tiers sur l'ensemble des ports publics et un tiers sur des quais privés qui sont aussi fortement présents avec des industriels qui utilisent la voie fluviale pour leurs approvisionnements ou leurs exportations. Le réseau fluvial Nord-Pas-de-Calais sur le Nord et le Pas-de-Calais est très ouvert sur le réseau belge qui est aussi un réseau dense. Donc il y a aussi des flux, il y a aussi des flux de marchandises importants qui viennent ou qui vont en Belgique. Le port de Valenciennes par exemple travaille avec le port de Dunkerque, mais aussi avec les ports belges, et un trafic conteneur qui est assez dynamique, puisqu'il prévoit de doubler sa capacité d'ici 2020. Donc on a un réseau fluvial qui est très dynamique et qui est sans doute l'un des plus dynamiques en France, compte tenu de cette forte densité de plateformes logistiques et puis de sa connexion avec le Benelux qui a aussi un réseau fluvial important. Le canal Seine-Nord connectera ce bassin fluvial important au bassin de la Seine, qui supporte également un trafic très important, avec un gabarit qui permettra d'avoir vraiment une continuité de ces réseaux. Je ne peux pas me prononcer moi sur l'avenir de ce canal. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui entre les collectivités locales et l'État. Il y a des réflexions qui sont en cours sur la façon de pouvoir le réaliser dans une temporalité qui est aujourd'hui en cours d'examen. Donc je crois que la collectivité régionale notamment et l'ensemble des territoires ont exprimé une très forte volonté et mobilisation pour que cette infrastructure puisse se faire. Il y a une volonté politique forte locale pour qu'il puisse se réaliser. Donc les choses vont sans doute se mettre en place dans les prochains mois dans le cadre du dialogue entre l'État et les collectivités locales. Ce canal, il va élargir l'interland fluvial de la région des Hauts-de-France. Il y a notamment des flux importants industriels, agroalimentaires qui sont captables par ce canal sans doute, notamment dans les départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, avec des flux, notamment des coopératives céréalières importantes, les sucriers également, qui sont pour lesquels le transport massifié a vraiment du sens pour l'accès aux ports, que ce soit le port de Rouen ou le port de Dunkerque, qui sont des ports importants en matière de flux céréaliers et sucriers. Pour le conteneur, c'est sans doute un peu différent. Le conteneur, c'est les marchandises diverses qui vont aller dans les grands bassins de consommation. On n'a pas des densités de population extrêmement importantes sur le linéaire du canal, donc c'est plutôt la capacité tant sur la partie nord, autour de l'agglomération lilloise, du bassin minier, du Cambrésis, que sur le sud avec le développement des ports de l'Axe Seine, des ports fluviaux de l'Axe Seine, que le canal Seine-Nord pourra vraiment supporter des trafics de marchandises importants. Juste un dernier mot par rapport aux canaux, et donc ma question portait aussi sur cette évolution par rapport aux conteneurs et à leur arrivée, donc leur répartition sur ces systèmes de canaux. Les infrastructures, les écluses, les ponts sont-elles à remettre
au gabarit, ou est-ce que l'existant permet d'accueillir ces barges porte-conteneurs? Alors l'ensemble du réseau grand gabarit des Hauts-de-France permet est au gabarit 5,25 m, donc permet d'accueillir sur les barges deux rangées de conteneurs. Certains axes fluviaux, notamment en Belgique, ont un gabarit supérieur à 7 mètres qui permet d'accueillir 3 rangées de conteneurs. Effectivement, plus on met de conteneurs dans une barge, plus on optimise, plus on réduit le coût de transport unitaire. Aujourd'hui, le relèvement de l'ensemble des ponts qui franchissent les axes fluviaux dans la région, c'est un coût qui avait été évalué de manière assez sommaire à plus de 2 milliards d'euros. Donc c'est sans doute ça aurait une utilité, ça aurait du sens, mais est-ce que pour 2 milliards d'euros, est-ce que ces 2 milliards d'euros finalement qu'on n'a pas forcément par ailleurs, est-ce que c'est le meilleur usage qu'on peut en faire? Et quand alors là encore, Voies navigables de France sera sans doute plus à même de préciser les choses, mais il y a sans doute d'autres investissements, d'autres aménagements qui sont peut-être plus prioritaires pour la compétitivité du fluvial. D'abord l'accompagnement de la batellerie pour avoir un matériel de transport qui soit le plus performant possible dans cette contrainte de gabarit, et la capacité à ouvrir, à avoir un réseau qui fonctionne en 24 heures sur 24, avec les réflexions qui sont en cours dans le cadre du contrat de plan État-région sur l'automatisation des écluses notamment. Finalement, l'amélioration on peut, avec cette amélioration du service, qui permettra aux barges de circuler plus régulièrement, de faire plus de rotation entre la façade maritime et les ports intérieurs. On a là aussi un gain en termes d'utilisation d'utilisation du capital investi sur ce matériel. Donc le relèvement du gabarit aurait très clairement un impact positif, mais c'est pas forcément la première chose, et c'est la première chose à faire en matière d'investissement, parce que l'automatisation, c'est aussi des coûts importants. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui seront engagés dans le cadre des contrats de plan État-région. Et le gain qu'on peut en espérer à court et moyen terme sur la compétitivité du mode fluvial justifie sans doute qu'on le fasse qu'on réfléchisse sur cette automatisation en priorité par rapport à des travaux d'infrastructure. Question qui va nous permettre d'aller en transition sur le routier. Vous avez donc évoqué là, notamment à propos de Valenciennes, mais je pense que c'est vrai sur tous les canaux, donc la perméabilité avec la Belgique. Par ailleurs, le report modal donc, du port d'Anvers, tel qu'il apparaît dans les statistiques du port d'Anvers, montre que il y a un report modal sur le camion et sur le fluvial important. Le dossier du maître d'ouvrage dit que finalement la desserte de l'Hinterland d'Anvers est très efficace par voie fluviale et ferroviaire pour desservir le Benelux et l'Allemagne. Donc, sous-entendu que les camions arrivent par l'autoroute A1. Ce sont surtout des camions qui viennent d'Anvers. Je raccourcis un peu. Est-ce qu'on a des statistiques sur les camions qui viennent de Belgique? Est-ce qu'on a des statistiques sur ceux qui arrivent par fleuve aussi de Belgique, en termes de conteneurs, bien sûr, dans les deux cas, hein. Est-ce qu'on a des ordres de grandeur, finalement? Alors, l'outil statistique est important en matière de transport de marchandises, mais ne permet pas de tout faire. Donc on a des choses assez précises sur les kilomètres parcourus par les marchandises, les tonnes kilomètres, les kilomètres parcourus par région. L'outil statistique ne permet pas de reconstituer les flux origine-destination et les trafics. Pour ça, on a
On utilise d'autres outils. On a réalisé des enquêtes cordons autour des principaux périmètres urbains de la région. Le dernier c'est l'agglomération de Dunkerque en 2011 et on l'a fait sur l'île en 2008. Ça commence à être ancien, c'est un type d'enquête qu'on a de plus en plus de mal à réaliser, puisqu'il implique d'arrêter un échantillon des usagers des réseaux, des réseaux routiers structurants pendant 1 à 2 journées pour les interroger sur leur origine et destination, le motif de déplacement, le type de marchandises transportées, etc. Ça nécessite des évolutions importantes des forces de l'ordre, ça impose de filtrer sur les axes routiers structurants, et quand on a des autoroutes qui sont circulées à plus de 70 000 véhicules par jour, ça devient de plus en plus compliqué à réaliser. Donc le dernier point de référence qu'on a, c'est 2008, ce qui commence à être assez ancien compte tenu de l'évolution rapide que peuvent prendre les chaînes logistiques. Sur l'île, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur une journée, donc sur les chiffres de 2008, environ 100 000 poids lourds par jour circulent dans l'agglomération lilloise, et sur ces 100 000 véhicules, un peu plus de 20 000 sont en transit, c'est-à-dire que traversent l'agglomération sans s'y arrêter. Et un peu moins de 40 000 sont en échange avec l'agglomération lilloise, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'extérieur et ils vont partir ou s'arrêter dans la métropole pour y faire un déchargement, par exemple, ou une opération logistique. Sur les flux entre la France et la Belgique, entre l'île et la Belgique, ça représente 10 000 véhicules, 10 000 poids lourds, un peu plus de 10 000 poids lourds par jour. La moitié étant en échange avec l'agglomération lilloise et la moitié en transit. Les gros flux sont quand même des flux qui viennent de l'approche, finalement de l'ère métropolitaine, de l'Eurométropole en fait, puisque finalement entre l'île et la Belgique, il y a une continuité urbaine sur plusieurs secteurs qui est complète. Et si on regarde les flux qui peuvent venir depuis Anvers, donc là c'est les camions qu'on avait arrêtés et qui ont indiqué que leur dernier point d'arrêt était sur la commune d'Anvers, ce qui n'est pas le trafic portuaire, ce qui prend pas en compte les véhicules qui ont pu s'arrêter sur un autre territoire en Belgique sur le trajet. C'est un peu plus de autour de 2000 véhicules, 2000 poids lourds sur une journée ouvrable. C'est relativement similaire en termes de flux à ce qui peut venir de l'agglomération dunkerquoise, qui peut traverser ou s'arrêter à Lille depuis l'agglomération dunkerquoise. C'est des chiffres qu'il faut quand même interpréter avec beaucoup de prudence, parce que l'outil statistique n'est pas suffisamment précis pour bien mesurer ces choses-là. Et par rapport au flux de marchandises qui partent du port d'Anvers, c'est sans doute très marginal, mais il y a d'autres itinéraires de transit, notamment par la 2 à Valenciennes. Il y a des flux qui vont plutôt vers l'est de la France avec par les autoroutes belges et l'autoroute A31 qui permet ensuite de redescendre vers le sud et l'est. Donc il y a d'autres itinéraires, et c'est aujourd'hui difficile de faire une analyse précise. Ce qu'il faut quand même, je pense que ce qui est très important de prendre en considération, c'est le poids très élevé de la fonction logistique de la métropole lilloise, qui est une des principales aires logistiques de la région, et donc dans laquelle les marchandises s'arrêtent souvent pour y subir des opérations logistiques intermédiaires dans la chaîne de transport. Donc, quels que soient les flux, il y a un attracteur important de la métropole lilloise qui est indéniable. Vous avez évoqué dans votre présentation le bruit. Bon, c'est quelque chose aussi qui vient fréquemment dans le débat public, dans les échanges que l'on peut avoir dans le débat public.
Ce que vous avez montré, en fait, c'est une moyenne sur 24 heures, je suppose. Or, là, il peut y avoir donc le port insiste sur le fait que finalement les poids lourds pourront rentrer et sortir du port 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc la perception de nuit risque d'être beaucoup plus importante que celle que vous avez évoquée en termes de bruit. Alors, j'ai voulu mettre des chiffres qui sont des ordres de grandeur pour fixer les idées. Maintenant, la question du bruit des infrastructures est complexe et dépend beaucoup de l'environnement également autour. Est-ce qu'il y a des obstacles à la propagation des ondes par exemple, les premiers bâtiments en bord d'infrastructures peuvent atténuer très fortement le bruit. Est-ce que l'infrastructure est plutôt en remblai, en déblai? Donc il y a beaucoup de paramètres. Alors comment est-ce qu'on, sur une infrastructure existante, il y a une réglementation sur la protection des populations en matière de bruit, qui prévoit des seuils, alors qui prennent en compte différemment la nuit, le jour et la nuit. Effectivement, on surpondère le trafic de nuit compte tenu de la nuisance que ça représente. Et ça permet d'avoir un indice de bruit qu'on va regarder au niveau des façades des habitations et des établissements recevant du public. Et suivant le dépassement ou non d'un seuil, la réglementation prévoit, dans le cadre des points noirs de bruit, que des mesures de protection puissent être mises en œuvre. Ces mesures peuvent être de différents types. Ça peut être des isolations de façade, donc isolation des fenêtres et des façades pour garantir un niveau acceptable, conforme à la réglementation à l'intérieur des habitations. C'est là qu'est l'obligation du gestionnaire d'infrastructure. Et puis quand c'est justifié par le nombre de personnes exposées et la pertinence économique par rapport à l'isolation des façades, peuvent être mises en place des protections phoniques à la source, comme des murs anti-bruit ou des merlons. Sur l'agglomération dunkerquoise, aujourd'hui, l'intégralité des points noirs du bruit, compte tenu des trafics actuels, a été traitée, avec le cas échéant quelques murs anti-bruit qui ont pu être réalisés par le passé, mais aujourd'hui, c'est essentiellement par isolation de façade, compte tenu du relativement faible nombre d'habitations qui sont réglementairement impactées par les seuils. Ces seuils-là, effectivement, malgré tout, sont élevés. Et on peut pas nier que résider à proximité d'une autoroute, ça génère une nuisance supérieure et qui n'est pas intégralement compensée par les protections acoustiques qui peuvent être mises en place. Mais là, il y a une réglementation qui précise dans quel cadre le gestionnaire d'infrastructure peut prendre en compte ces nuisances. Je vais faire peut-être un petit retour en arrière sur ce que vous évoquiez des trafics en provenance du Benelux. Donc, c'est vrai que la prudence est de mise concernant les statistiques évoquées, puisqu'elle date de 2008 et vous indiquiez dans votre présentation qu'il y avait eu une baisse importante du trafic à ce moment-là, probablement liée à la crise économique, mais que ce trafic repart. Ce qui nous est apparu au fil des différents échanges qui ont pu déjà se faire pour ce débat, et en partie préparatoire et dans son démarrage, c'était par rapport aux politiques européennes et à leur harmonisation pour permettre d'avoir des reports efficaces de trafic sur d'autres modes que le routier. Et la difficulté justement que cela pouvait engendrer avec l'absence de tarification spécifique pour les poids lourds au niveau du territoire national. Alors, je ne peux pas me prononcer là encore sur la question de l'écotaxe que vous évoquez, qui a été aujourd'hui, enfin en tout cas qui a été abrogée par le législateur en
en début d'année. Simplement, souligner quand même que malgré tout, il y a une partie importante, les deux tiers, sur les 20 000 km de réseau routier national, il y en a un peu plus de 12 000 qui sont concédés. Non, il y a 8 000 km qui sont concédés à des sociétés autoroutières qui perçoivent un péage sur l'usage. Donc il y a quand même une part significative du réseau routier national qui est soumis à une redevance pour l'usage pour son usage, et qui supporte la grande part du trafic de transit sur le territoire national. Par contre, effectivement, l'enjeu est principalement concentré sur les autoroutes urbaines, puisque sur les traversées et les contournements d'agglomération, qui sont souvent du réseau routier non concédé, sur lequel il n'y a pas aujourd'hui de redevance d'usage. Malgré tout, le transport routier paye un certain nombre de taxes qui correspondent quelque part à l'usage, notamment la TICPE qui est prélevée sur les carburants routiers. Donc il y a quand même une contribution. Il y a les taxes à l'essieu pour le transport routier de marchandises. Il y a des contributions du transport routier liées à son usage. Maintenant, effectivement, la tarification comme outil d'orientation des trafics, c'est un phénomène qui est économiquement assez bien connu, qui pose des enjeux d'acceptabilité, que ce soit pour le transport routier de marchandises ou de personnes d'ailleurs. Mais il est vrai que les réflexions de type péage urbain ont pu être conduites dans différents territoires et peuvent avoir un effet en termes d'optimisation des réseaux de transport. Économiquement, on sait que ça fonctionne. Toute la difficulté étant que ce soit perçu comme juste par les usagers du transport, et que ce soit acceptable, et que on puisse aussi le mettre en place. La question du recouvrement des péages d'usage est aussi posée. C'est difficile de mettre une gare de péage sur une autoroute urbaine qui supporte 70 000 véhicules par jour. Ça demande c'est aujourd'hui pas difficilement réalisable. Voilà ce que je peux... Oui. Je pense qu'il n'y a pas que l'aspect péage urbain. L'exemple que vous avez donné tout à l'heure sur la 26 à 25, qui d'ailleurs figure là sur le panneau, montre que finalement il y a beaucoup de personnes qui prennent la 25 et la 1 parce que, enfin beaucoup de poids lourds, parce que c'est gratuit. Donc qu'est-ce qui se passerait si c'était relevé au même niveau que la 26 ? Est-ce qu'il y aurait un équilibre sur les deux voiries autoroutières, donc à 25 à 1 d'un côté, à 26 de l'autre? Est-ce qu'il y aurait un report sur d'autres modes de transport rail ou voie fluviale? Donc c'est un petit peu quand même la question qui se pose. C'est assez difficile à dire sans études précises sur le sujet. Il est certain que, alors on peut voir les choses de différentes manières. Il y a la question d'augmenter le coût d'usage des autoroutes aujourd'hui gratuites comme la 25. Il y a aussi la perspective à l'échéance des concessions autoroutières qui n'est plus si éloignée, puisque la concession du réseau SANEF s'achève à la fin de l'année 2031. Il y a la question du devenir et de l'évolution des péages du réseau, de ces réseaux autoroutiers, dont la loi prévoit qu'ils sont là pour couvrir les coûts liés à l'amortissement de l'investissement initial et du fonctionnement. Donc, une fois que l'investissement initial est amorti, il est possible d'envisager que les péages ne soient plus au même niveau, même si là encore ça pose des questions de politique et de transport sur lesquelles je suis absolument pas légitime à me prononcer aujourd'hui.
Donc il peut y avoir cette question aussi d'une évolution à la baisse du coût d'usage de cette infrastructure et donc d'un rééquilibrage de ces axes. Également, le sujet qui est pas aujourd'hui, qui est insuffisamment pris en compte par les transporteurs, c'est la question du temps perdu dans la congestion. La traversée de l'agglomération lilloise, j'exposais un temps de parcours d'1h25 par A25 et contre 1h15 par la 26 depuis le port ouest. Ça, c'est sans compter la congestion. Et on sait que le matin sur la 25, c'est une demi-heure à 50 minutes de congestion qui s'ajoute. La 1 également est très chargée. Et là, dans l'avenir, la capacité à communiquer entre l'infrastructure et les véhicules ou à donner de l'information trafic actualisée qu'on peut dès aujourd'hui avoir avec certaines applications de smartphone, permettront aussi aux transporteurs routiers de prendre les meilleurs arbitrages en termes d'itinéraire et de regarder en coût complet. Il n'est pas si évident compte tenu du temps que va passer le camion dans la congestion, des impacts en termes de pause, de délai de pause réglementaire, etc. Que ça soit forcément plus, en termes de coût complet, plus intéressant de passer par l'agglomération lilloise que de passer par la 26. Aujourd'hui, c'est le manque d'information en temps réel quelque part qui finalement empêche de faire sans doute les arbitrages les plus efficients. Donc c'est beaucoup plus large je pense que le sujet est beaucoup plus large que la question de la politique en matière de tarification des infrastructures. Et la question se pose de la même façon sur les modes alternatifs. Ce que regarde le chargeur, c'est la performance en termes de coût complet par rapport à son système logistique. Dans certains cas, le transport routier est sans doute le plus adapté parce que plus réactif, une liaison point à point, une capacité, un coût marginal à faible volume qui est plus réduit. Dès que les flux commencent à devenir plus significatifs, les modes massifiés prennent tout leur sens et sont compétitifs en termes de coût. En fait, quand j'évoquais les harmonisations au niveau des politiques européennes, on le voit par exemple pour le canal Seine-Nord-Europe ou pour les autoroutes ferroviaires, il y a bien cette recherche de vision plus élargie au niveau de différents pays pour que ces modes de transport puissent fonctionner. Au niveau routier, qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a une recherche des pistes actuellement envisager des différents étapes pour que justement ces grandes infrastructures, canaux ou fers soient vraiment des opportunités qui pourront être recherchées. Le cadre d'intervention européen, il se déploie dans le cadre du mécanisme d'interconnexion en Europe, donc qui prévoit un soutien européen aux investissements sur les réseaux structurants européens qui sont définis pour tous les modes avec il y a un réseau fluvial, un réseau ferroviaire et un réseau routier d'intérêt européen qui peuvent supporter des investissements. Le canal Seine-Nord notamment bénéficiera d'une subvention de 40% au titre de ce mécanisme apporté par l'Union européenne. Il y a des financements importants qui sont mobilisés par l'Europe en matière ferroviaire, notamment pour la signalisation, la mise en compatibilité avec la signalisation européenne dite ERTMS, qui permet d'harmoniser les règles de circulation, le mode de fonctionnement des réseaux ferroviaires d'un pays à l'autre. En matière routière, aujourd'hui, le réseau structurant, il est dans sa grande majorité achevé, en tout cas en Europe de l'Ouest. Les investissements européens sont plutôt sur les pays les plus récemment entrés dans l'Union européenne. Par contre, il y a des volets, certes plus modestes en termes d'investissement, parce que les coûts ou les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes, mais il y a sur les systèmes de transport intelligents, l'Europe impulse des programmes de recherche et d'innovation transeuropéens, et on a notamment
sur la façade nord-ouest avec les Pays-Bas, la Belgique, et un programme qui est porté par qui est mis en œuvre par le ministère des Transports, qui s'appelle Intercorps, qui vise à développer un réseau d'unités, de communication entre les véhicules et l'infrastructure, et notamment sur la 25, la 16 et l'autoroute A1 jusqu'à Paris. Donc et qui est cohérent avec un programme qui est mis en place également en Belgique sur les autoroutes belges. Donc c'est par ce biais que l'Europe impulse pousse les États à travailler sur des méthodes convergentes et à rendre le système de transport plus intelligent pour en améliorer sa performance. Oui, une dernière question. Là, je reviens aussi sur un problème qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises et que vous avez évoqué vous aussi. C'est le problème de saturation de la A16, donc qui est également probablement dû au... Vous avez évoqué le fait que c'était au niveau de Dunkerque une autoroute urbaine quasiment, donc avec en plus, on le voit sur la carte, des échangeurs extrêmement rapprochés, plus rapprochés que dans une autoroute classique. Donc est-ce que finalement, avec deux éléments de saturation qui sont forts, c'est-à-dire à la fois les camions qui viennent du transmanche toutes les 2 heures, et puis les migrations pendulaires des gens qui vont travailler. Donc c'est vrai qu'une répartition des camions tout au long de la journée induite par la réalisation du projet CAP 2020, si c'est étalé, c'est vrai que ça peut avoir des incidences faibles. Néanmoins, lorsque ça arrive aux heures de pointe où il y a à la fois conjonction de mouvements pendulaires et de mouvements liés au transmanche, est-ce que ça ne risque pas quand même de multiplier les éléments de saturation là, il n'y a pas de saturation tout au long du jour, là tout le monde en est conscient, et éventuellement de les allonger, même d'autant plus que dans les chiffres avancés par le port de Dunkerque, il tient compte uniquement, et je le comprends, de sa propre perspective d'augmentation du flux de poids lourds, mais il peut y avoir d'autres développements aussi, ceux liés à Calais 2015, ceux liés à d'autres choses. Donc c'est le cumul de toutes ces accroissements de circulation qui risquent d'entraîner des multiplications de périodes de saturation et des allongements de périodes de saturation. Alors, effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure, les causes de l'évolution du trafic, elles sont très diverses. Et quand on fait, comme le port de Dunkerque l'a fait dans le cadre de ses études préparatoires, les études de trafic, on regarde quelle est la situation de référence, donc sans le projet, en prenant en compte les évolutions connues, quelle est l'évolution naturelle du trafic, et ensuite on ajoute le projet et on regarde en différentiel quelles sont les évolutions. Dans les études que le port de Dunkerque a réalisées et auxquelles il a associé les gestionnaires d'infrastructures, dont les services de l'État, des hypothèses ont été prises en matière d'augmentation du transit avec les évolutions de Calais 2015, quelques développements urbains qui sont dans l'agglomération de Dunkerque, des évolutions sur le trafic ferry également du port. La conclusion qui en a ressorti, c'était qu'on n'arrive pas à l'horizon 2035 à une saturation de l'autoroute A16 à l'heure de pointe. Le trafic continue à se densifier, comme par rapport à aujourd'hui, mais on n'arrive pas à cette saturation. Et le projet CAP 2020, qui a un impact relativement marginal sur l'heure de pointe, puisqu'effectivement il est plutôt homogène sur la journée, ne change pas particulièrement cet état de fait. Ce qui amène à dire que il faut effectivement suivre ça, il faut suivre l'ensemble de l'évolution, parce que la situation de référence qui a été modélisée, elle repose sur des hypothèses. Donc
c'est sur le long terme qu'on pourra suivre les choses. Et il y a un enjeu à travailler de manière coordonnée avec l'ensemble des acteurs sur les aménagements à apporter au système de transport pour maintenir un niveau de circulation acceptable. En zone urbaine, sur des autoroutes urbaines, là, on peut pas dimensionner les autoroutes pour une circulation fluide à l'heure de pointe. Ça revient à surdimensionner très largement les réseaux d'infrastructures. Ça coûte très cher et ça a d'autres impacts en matière de fragmentation des territoires, d'impact sur l'environnement qui ne sont pas justifiés. Donc de toute façon, à l'heure de pointe, le trafic a vocation sur un réseau urbain à être dense. Ensuite, il y a les mesures qu'on peut mettre sur l'infrastructure et puis il y a les mesures, les autres types de mesures. Les perspectives de développement d'emploi, par exemple, sont importantes sur le port ouest, avec les zones logistiques et le développement du port et d'autres projets que peuvent porter les collectivités. La question de la desserte de ces zones d'emploi par des réseaux de transport en commun performants, les questions de faciliter le covoiturage domicile-travail, par exemple, peuvent aussi avoir des impacts significatifs sur le niveau de charge à l'heure de pointe. Beaucoup plus significatif que d'enlever quelques camions ou de décaler quelques camions de cette heure-là. Ensuite, ce qu'on constate en matière de transport routier, et notamment dans l'agglomération lilloise, c'est qu'on a globalement un pic inversé à l'heure de pointe sur le trafic de marchandises, même si c'est pas forcément l'intuition que peuvent en avoir les usagers qui voient quand même beaucoup de camions, mais on constate qu'on a moins de camions qui traversent l'agglomération à l'heure de pointe. C'est un phénomène d'évitement, d'optimisation de l'itinéraire pour ne pas se retrouver sur les principales zones urbaines au moment où elles sont le plus chargées. Là encore, avec les nouvelles technologies et la meilleure information en temps réel, on peut penser que on peut espérer que le trafic routier, plutôt que d'être homogène sur 24 heures, il soit aussi, il optimise un peu les capacités résiduelles que peuvent fournir les réseaux aux heures où ils sont moins chargés. Bien, Monsieur Serbe, merci beaucoup de ces informations qui vont contribuer à alimenter le débat. Merci.